Bonjour. En effet, j'avais préparé 10 minutes de commentaires, quelques mises au jour de travail de ICANN, mais est-ce que vous voulez que je me concentre sur le programme des GTLD ou bien je suis parti d'une autre partie du programme? Christopher, tu fais comme tu le souhaites. Ah, ok, c'est gentil. Bon, c'est formidable alors. Ok. Bon, merci beaucoup pour cette invitation et cette introduction. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et je regrette de ne pouvoir pas être avec vous en personne. Cet événement, chaque année, est très important pour moi. C'est un événement très fort dans mon calendrier et pas que pour les richesses de sujets et les opinions de tous les participants, mais aussi parce que je peux pratiquer mon français. Donc, c'est pas peut-être très agréable pour vous, mais vous ne devez souffrir que pendant 10 minutes. Je vous remercie de votre patience et votre compréhension. Euh, En effet, vous avez déjà eu une journée très chargée, donc je voulais être bref et je voulais aborder trois sujets plus ou moins sur lesquels ICANN et sa communauté a fait des progrès dans les dernières semaines. C'est le programme, tout à fait, comme vous avez dit, des nouveaux GTLD, des extensions des noms de domaine. Les abus liés au DNS, le Domain Name System, et aussi, enfin, je vais terminer juste avec un mot sur la gouvernance de l'Internet à l'échelle mondiale. Euh, je dois préciser, comme d'habitude, que avec vous, parmi vous, dans le public, il y a des grands experts. Il y a des experts qui maîtrisent les sujets de ICANN encore mieux que moi. Et je suis toujours à votre écoute pour les éclaircissements ou des questions et commentaires, etc. En ce qui concerne le programme des nouveaux GTLD, je suis heureux de vous confirmer que l'ouverture des candidatures se déroule comme prévu, c'est-à-dire le mois d'avril de l'année prochaine. La fenêtre des candidatures sera ouverte pour les candidatures. Nous avons eu quelques difficultés avec une plateforme pour les candidatures des fournisseurs de services d'enregistrement, c'est-à-dire les RSP, Registry Service Provider, dont des problèmes dont je suis convaincu que vous êtes au courant, vous qui suivez ces sujets. Ça a repoussé la date de publication de la liste des RSP approuvés, agréés. Et les dernières informations ont été publiées dans une annonce il y a 10 jours. Et dans les prochains jours, nous aurons la nouvelle date et quelques détails sur qui va passer. Euh, il y a aussi sur ce programme un programme qui s'appelle Applicant Support Program et c'est un soutien financier et aussi avec des expertises pour encourager les candidatures des organisations moins privilégiées et aussi des régions du monde en développement économique. Et nous avons reçu un appréciable nombre de candidatures et notre équipe est en train d'aider ces candidats à terminer leur candidature. Ils ont eu une petite prolongation du délai pour finaliser ça, mais il s'agit d'une centaine de candidats de toutes les régions du monde, donc c'est encore un peu mieux de ce que nous attendions au début de ce programme. Et si vous avez suivi notre réunion il y a quelques jours à Dublin, vous savez déjà que notre Applicant Guidebook, c'est-à-dire les instructions pour tous les candidats qui voudraient faire une candidature pour un GTLD, a été approuvé par notre conseil d'administration. Et il y a quelques détails qui restent à finaliser, mais la version anglaise sera publié en décembre avec les traductions au début de l'année prochaine. Et bon, et c'est ça, et c'est là où on trouve tous les détails comment faire une candidature. Euh,
et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Mais comme je vous ai expliqué, il y a des collègues là aujourd'hui qui peuvent expliquer beaucoup de choses aussi. Je voulais juste faire quelques observations sur le sujet des abus liés au DNS. Ce sont des choses comme des phishing ou des malwares ou des choses qui utilisent le système des noms de domaine pour des mauvaises activités. Et je vois beaucoup de progrès. Bah, j'ai vu des progrès qui est important parce que c'est réalisé dans toutes les parties de la communauté. C'est-à-dire que j'ai vu une petite exploration de élaboration des politiques communautaires sur ce sujet à Dublin, notre réunion. Et aussi notre bureau de CTO, the Chief Technology Officer, Octo, ils ont beaucoup plus de partenaires qui participent dans leurs projets pour mesurer et traquer et regarder ce genre d'abus. Et nous avons aussi notre bureau de compliance pour le respect des contrats qui continuent à publier leurs rapports avec beaucoup d'activités là-dessus. Donc, il y a un momentum, il y a un peu de mouvement dans une direction positive, à mon avis. Et aussi, nous voyons des organisations hors du secteur nom de domaine qui veulent commencer à participer dans ces pourparlers, disons. Euh, donc, si vous êtes intéressé, participez dans quelques projets de notre Office of the CTO. Je suis à je peux vous expliquer comment participer et vous expliquer tout. Si vous suivez ce genre d'activité sur l'Internet, je peux vous expliquer comment profiter de ces projets. Enfin, je voulais juste dire que il y a eu beaucoup d'attention dans les dernières semaines sur les activités qui auront lieu aux Nations Unies à New York le mois prochain. J'imagine que vous avez déjà aujourd'hui parlé des délibérations du SMSI, WSIS, World Summit on Information Society, qui célèbre ses 20 ans. Il y a des objectifs communs de notre communauté et ils ont déjà élargi et sont très connus parmi vous, j'imagine. Euh, au niveau régional, je dirais que à l'Union européenne et dans les capitaux européens, nous suivons de près toutes les discussions où il s'agit de cette idée de souveraineté numérique et juste pour pouvoir être partie des discussions pour expliquer les parties qui sont mondiales et gouvernées à l'échelle mondiale et suivre les diverses définitions de souveraineté. C'est une grande opportunité, une occasion d'expliquer un peu plus notre rôle technique et aussi le système de gouvernance. Nous avons récemment aussi remarqué, ma collègue voulait que je fasse note de ça, qu'il y a plusieurs décisions de plusieurs cours de justice en Europe et aussi quelques mesures gouvernementales relatives aux filtrations ou blocages des contenus et j'espère que vous savez bien, ICANN n'a rien à voir avec le contenu sur l'Internet, mais c'est pas à cause du contenu que nous suivons ces événements, c'est parce que quelques initiatives et décisions négligent de prendre en compte la réalité technique du DNS et IP et tout cela. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous faisons beaucoup d'attention. Euh, je voulais dire au niveau de Internet Governance aussi, il y a eu la collaboration entre les RIRs, les registres Internet régionaux,
et l'évolution des pratiques de gouvernance aussi dans les opérateurs des root servers, les serveurs racines. Et à mon avis, ça aura aussi un grand impact sur la gouvernance de l'Internet au niveau mondial. Et j'espère que certains membres de votre communauté suivent ces discussions de près. Vous voulez que je termine? Si tu veux. C'est la dernière. Je vous écoute pas, mais je peux terminer. Voilà, tu as encore 2 minutes si tu veux pour terminer. OK. Encore moins. OK, mais remarque finale. Je travaille dans l'équipe de relations externes de ICANN et je dois expliquer le rôle de ICANN et susciter le soutien et participation dans la communauté. Et il est plus important que jamais de bien communiquer tout cela. Pour la géopolitique, l'influence croissante des grands acteurs du secteur privé, la multiplication des sujets liés à la technologie, tout cela. Et c'est toujours difficile de faire ça en une manière plus visible, mais aussi toujours neutre. Et ce qui me réassure, c'est la nature de notre communauté. Et c'est comme cet événement et votre communauté et ce que vous organisez et les liens entre des individus, pas juste les organisations, les institutions, les États, etc., pour moi qui est une source de résilience. Donc, c'était mon petit keynote que j'avais préparé d'aborder quelques sujets. Je ne sais pas si c'était le but de cette portion du programme, mais je suis avec vous pour n'importe quelle question. Merci beaucoup, Christopher. Christopher Mondini, qui est donc vice-président pour la relation avec les parties prenantes de l'ICANN en Europe. Je vais donner maintenant la parole à Benjamin Louis. Benjamin Louis, c'est le créateur, l'inventeur du point Alsace. Il est président de Sparkling et il a également fondé un événement qui s'appelle le NDD Camp. Et 3 fois par an, en France, on parle de nom de domaine pendant une journée. Ça s'appelle le NDD Camp. Et puis la veille, on boit aussi un peu, j'ai remarqué. C'est surtout à Strasbourg. Ouais, surtout à Strasbourg. Tu as la parole. Merci. Merci. Alors, merci Nico, merci Isaac, merci Laftik pour me donner cette occasion de vous parler du prochain round. Alors, Chris a déjà dit beaucoup de choses un petit peu plus tôt. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses autour de ce prochain round. C'est pas finalement que créer des extensions, les mettre dans la racine et vendre des noms de domaine. Ça va quand même bien au-delà de ça. Alors, dans un premier temps, rapidement, je vais revenir sur comment va s'organiser ce round, à qui il s'adresse. Alors, en 2012, et faire un petit historique. Le précédent round date de 2012, donc ça a été l'issue d'un très long processus dans la communauté ICANN, long et compliqué. Donc on a eu l'opportunité de déposer les dossiers à cette époque-là. J'en ai profité pour déposer avec la collectivité d'Alsace, la région à l'époque qui n'existe plus, le point Alsace. Il y en a eu d'autres, il n'y a peu que des collectivités, il y a eu des start-up, des grandes entreprises. Donc on a pu voir arriver dans la racine d'Internet différents types d'extensions. Alors, il y a eu ce qu'on appelle les points brand ou les corp TLD, bon, on va dire les points marques. C'est des extensions fermées. C'est donc une marque. Alors, vous en voyez de temps en temps, sans doute, en regardant, en allant sur Internet, les pubs, etc. Il y a par exemple Leclerc qui a mis en œuvre beaucoup de choses autour de son point Leclerc, ou BNP Paribas. Et donc, c'est des extensions fermées qui sont réservées à l'usage propre de la marque. Et donc, elle peut déployer un environnement, un univers de marque qui lui est propre, qui est sécurisé, et peut donc amener une espèce de couche de sécurité supplémentaire pour ses partenaires, ses clients, etc., prestataires, en leur disant, voilà, si vous arrivez sur un site web qui finit par .bnp Paribas, .leclerc ou .ma marque, vous êtes bel et bien chez moi parce que personne d'autre peut déposer un nom de domaine sous .la marque. Il en va de même pour les adresses mail. Ensuite, on a vu, donc, dans le round de 2012, les marques, ça doit représenter quelques centaines, peut-être 600, 800 extensions, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y en a certaines qui ont abandonné entre-temps, mais il y en a un nombre assez important. Il y a eu aussi des extensions dites géographiques, dont je fais partie,
Donc c'est des extensions de collectivité. La plupart du temps, c'est la collectivité elle-même qui est le registre, comme pour Point Paris, qui a délégué à l'AFNIC la gestion. La région Alsace qui va déléguer la gestion. Ou la région Bretagne qui a complètement, enfin qui a laissé l'association BZH créer son point BZH et lancer son extension point BZH. Donc grosso modo, on est à peu près 80 extensions géographiques dans le monde, point Tokyo, point London, etc., etc. Je reviendrai un petit peu sur ces extensions géographiques parce que évidemment elles me tiennent à cœur et je pense qu'elles ont un intérêt tout particulier. Chris a à un moment parlé sur la fin des abus. Je pense que les extensions et de marque et géographiques sont un levier important pour la lutte contre les abus. Ensuite, il y a un certain nombre d'extensions dites ouvertes. C'est des business à part entière. Vous en voyez peut-être déjà des points XYZ, point gourou, point club, point pizza, etc., etc. Ça, c'est souvent des entreprises qui ont investi pour créer leur extension et commercialiser les noms de domaine. Donc, en 2026, on va remettre le couvert d'une certaine manière à peu près de la même façon. Ce sera très proche. Ce sera moins le foutoir, moins le flou, moins le Far West qu'en 2012. En 2012, au moment où on a fait les candidatures, il y avait beaucoup de questions un petit peu en suspens qui n'étaient pas évidentes à cerner. Là, ce sera bien mieux borné. Voilà. Chris n'a pas donné le coût, mais le coût d'une candidature pour une extension, c'est $227 000, ce qui peut paraître beaucoup, et en même temps, honnêtement, par rapport à ce que ça peut amener à une entreprise ou à une collectivité, c'est pas grand-chose. Donc à ça, il faut ajouter quelques coûts d'accompagnement et autres, des coûts techniques, mais grosso modo, on va dire que au sens large, à 400 500 000 euros de setup, vous avez votre extension. Donc, ouverture de la session avril 2026, fermeture quelques semaines après, à peu près 3 mois. Et s'en suivra une longue période d'études, un reveal day. Et si vous avez déposé un projet d'extension pour une extension dite géographique, vous aurez peut-être, alors c'est un long débat qu'on a eu depuis quelques mois, puisque l'ICANN nous a fait la surprise d'ajouter des espèces de fees additionnels, un coût additionnel d'études, donc qui sont évalués à 18 à 25 000 $. Donc c'est pas très pratique quand on deal avec une collectivité publique. Leur dire que bon, au doigt mouillé, ça sera à peu près comme ça. Non, ça marche pas comme ça avec une collectivité, même une grande entreprise. Lui dire que potentiellement il pourrait y avoir des coûts, on ne sait pas trop, ça n'aide pas à prendre les décisions. Bref, donc il y a effectivement des coûts additionnels qui sont en train d'être discutés pour vérifier que le candidat est bel et bien la collectivité publique. Alors, il y a un panel qui va être créé avec des gens qui seront basés dans je ne sais pas trop où. Je ne sais pas comment on dépense 25 000 $ pour vérifier que le maire de Strasbourg est bien le maire de Strasbourg, mais ils vont trouver sans doute la solution. Bref. Donc, extension, voilà. Donc ça va nous amener à un prochain round avec une estimation de l'ICANN. C'était dans le délibéré du board il y a quelques jours à Dublin de 2000 extensions. Hypothèse, alors c'est compliqué parce qu'en 2012, l'hypothèse c'était autour de 300 à 500 extensions. On en a eu 1986, je crois. Donc oui, effectivement, c'est toujours délicat. On ne sait pas trop qui va y aller, les collectivités publiques peut-être, mais c'est cher, les entreprises très probablement, parce qu'il y a un enjeu de marketing, il y a un enjeu de communication, il y a un enjeu de protection de marque, il y a un enjeu évidemment qui est devenu énorme de cybersécurité, puisque avoir son extension est un levier très fort de cybersécurité. Alors petit écart sur le sujet cybersécurité, évidemment avoir son extension pour une entreprise c'est un levier fort. Encore faut-il que le volet technique ne soit pas délocalisé aux US sous le joug du Patriot Act ou un truc comme ça. D'accord ? Donc, si vous avez votre plateforme DNS qui est par exemple celle de l'AFNIC en France, ça vous permet effectivement d'être maître et d'être sous une juridiction intégralement européenne et française. Donc oui, là effectivement on peut parler de cybersécurité. Donc les entreprises, alors je reprends le fil. Donc les entreprises, c'est important pour elles, ça peut être un vrai levier, la cybersécurité, la DSI, la communication, etc., etc. Bon, on aura ensuite un long process de vérification et d'audit des candidatures pour arriver à 1 an ou 2 ans après à une entrée dans la racine des extensions.
Alors, bon, ça c'est l'ensemble. Si vous voulez candidater, évidemment, alors Chris l'a dit, il y a un système d'aide pour les candidats qui souhaiteraient s'engager dans ce process. Alors, il n'est pas à destination de tout le monde. Si vous êtes une entreprise, une grande entreprise, ça ne fera pas. C'est plutôt réservé aux collectivités, aux régions, aux ONG, aux acteurs publics, parapublics, sous réserve, ou certaines startups, sous réserve que vous n'avez pas un actionnaire qui soit une multinationale. Voilà, grosso modo. Mais effectivement, cette ASP, cette aide, vous permet de bénéficier d'une ristourne qui va de 75 à 85%. Voilà, ce qui est quand même pas négligeable sur les 227 000 $. Alors, qu'est-ce que ça va changer, ce round, pour notre monde de la gouvernance et notre monde ICANN? Alors, je pense que ça va amener un bol d'air frais assez intéressant. En 2012, ça a changé pas mal de choses, puisque on a vu émerger des groupes, des cellules à l'intérieur de l'ICANN, dans le GNSO, pour ceux que ça parle, des nouveaux groupes qui sont créés, comme le Brand Registry Group, qui regroupe toutes les extensions .mark, ou encore le GeoTLD Group, qui représente les extensions géographiques. Donc avoir son extension, au-delà de tous ces aspects de marketing, etc., cybersécurité, c'est aussi, et alors là, c'est un message qu'on a déjà donné avec Pierre, notamment il y a quelques semaines, quelques mois, aux indications géographiques mondiales, c'est que c'est un très 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 bon moyen de se mettre à la table de la gouvernance Internet. Parce que les extensions géographiques, les indications géographiques, on peut quand même dire qu'elles sont relativement piétinées sur Internet. L'intérêt n'est pas flagrant, ils ne sont pas forcément invités à la table. Venir en ayant une extension Internet, c'est pouvoir se mettre à la table et commencer à discuter avec tous les acteurs du multi-acteurs. Je vois Pierre qui rigole, je crois qu'il se souvient à peu près de la discussion. Exact. Donc, c'est des leviers importants, qui que vous soyez, une indication géographique, une collectivité ou autre, de venir et d'avoir votre siège à la ICANN et de pouvoir engager autour de toutes les réflexions qui sont menées. Alors, ensuite, il y a certains sujets souvent qui sont discutés. Alors, ça a été une grosse mode à un moment, ça s'est un petit peu tassé. C'était est-ce que l'univers du Web3, les cryptos, les blockchains vont venir sur cette extension, sur ce round de 2026. Alors, il y a eu un moment pas mal d'annonces avec des gros groupes dans cet univers-là qui ont dit oui, on vient, on va déposer sans extension, la sans scanner, etc. Alors, ça représente beaucoup d'argent, vous imaginez, 100 fois 227 000 $, il faut quand même avoir un peu de... Il aurait fallu que le bull run soit un peu plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça représente beaucoup. Puis finalement, là, il y a quelques semaines, certains des gros acteurs ont dit non, finalement, on revient en arrière, on sera peut-être pas, on fera peut-être une ou l'autre, etc. Mais je pense que c'est une très bonne chose. On a quand même attendu le précédent round, comme je vous disais, 2012. Donc on a attendu 14 ans pour avoir ces nouvelles opportunités. 14 ans, c'est très long dans la tech, c'est très 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 long. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, à un moment, se sont dit, bon, vous êtes bien gentils, vous, à l'ICANN et l'univers du DNS, on aimerait avancer, on a des techs, on a des sujets. Et je pense qu'on en a beaucoup qui sont partis, qui sont allés vers ces systèmes alternatifs blockchain parce que ça ne bougeait pas assez ici. Donc là, ça va être un bon moyen, je pense, pour notre industrie, pour le DNS, de mettre du sang neuf, d'amener de nouveau des projets, des innovations, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et ensuite, pour la gouvernance, je pense que c'est aussi une bonne chose. Parce que ce qu'on a observé depuis 2012, c'est qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont arrivés, des nouveaux, comme moi par exemple, qui se sont installés ici à l'ICANN, mais finalement, on a observé un long process de fusion, acquisition, rachat, etc. Et donc la construction d'un monde qui n'existait pas avant 2012, c'est-à-dire qu'avant 2012, il y avait les registres d'un côté, la FNIC, VeriSign, etc. Il y avait les registrars de l'autre, donc ceux qui vendent les noms de domaine, et puis les vaches étaient bien gardées. Et c'était relativement simple. Aujourd'hui, on a des groupes qui sont gigantesques, qui pèsent, qui sont énormissimes, et qui sont sur tous les métiers. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes, mais ces grands groupes ont fini par racheter des registres, des petits registrars, etc., etc. Et on se retrouve avec quelque chose qui est une forme de sclérose, je trouve, parce que c'est un peu les mêmes têtes. Et j'espère que ce round va aussi nous amener un peu de sang neuf, des nouvelles têtes, des nouvelles entreprises, des nouveaux acteurs, et pas que des petites extensions géographiques, mais de tout type. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir ces acteurs du Web3 et de la blockchain qui viennent à l'ICANN, qui viennent discuter. Ils étaient là à Dublin, et c'est une très bonne chose de les avoir là pour pouvoir échanger, plutôt que de les avoir
on ne sait pas trop où et qui fassent dans leur coin. Voilà. J'ai essayé d'être synthétique, c'est compliqué, le sujet est vaste. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Non, je crois que j'ai fait le tour. Mais voilà, grosso modo, ce qui nous attend en 2026, c'est un nouveau Big Bang comme on l'a vécu en 2012. C'est un moment assez intéressant, intense, qui change beaucoup de choses, qui change la donne, qui amène beaucoup d'acteurs. L'ICANN, c'est un monde ouvert, multipartite, dans lequel vous pouvez venir, vous venez, mais c'est sûr que c'est plus simple de peser quand vous êtes un opérateur sous contrat, ou du moins, alors les CCTD n'ont pas de contrat avec l'ICANN, mais si vous êtes lié contractuellement avec l'ICANN, c'est beaucoup plus facile de venir peser sur les débats. Merci Benjamin. Tu veux nous... Juste la semaine prochaine à Rennes, il y a le NDD Camp, mais on en parle tout à l'heure, je crois, avec Sébastien. Oui, mais on peut venir. Le NDD Camp de Rennes, c'est ouvert, nddcamp.bzh pour les inscriptions. C'est vendredi prochain à Rennes. On parle nom de domaine, cybersécurité, etc., SEO. Venez, c'est bonne ambiance et bonne humeur sur une journée. Merci Benjamin pour ta synthèse. C'était précieux d'avoir ton point de vue. On peut l'applaudir. Hein. Voilà. Deuxième fois. Et je vais laisser maintenant la parole sur ce même sujet à Pierre Bonis, directeur général de l'AFNIC. Et l'AFNIC qui est partenaire historique du forum sur la gouvernance de l'Internet. Pierre, tu as la parole. Est-ce que tu veux une chaise ou... Non, sans chaise, ça va aller. Si tu veux une chaise. Merci Nicolas. Je suis le dernier keynoteur, je crois, de la journée. Je ne suis pas le dernier intervenant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Michel. Je suis le dernier keynoteur de cette session. Alors, j'en profite parce que c'est l'occasion pour moi de remercier aussi les organisateurs et évidemment au premier rang desquels ISOC France, Nicolas, Sébastien et Lucien pour l'AFNIC. Je voudrais remercier ce lieu, le campus de la Fonderie de l'Image. Ça fait 2 ans qu'on est là, c'est un bonheur d'être là et je vais essayer de vous apporter un autre point de vue sur le sujet qu'on a là aujourd'hui, ce soir, sur le nouveau round. Je parle de l'AFNIC. À partir de l'AFNIC. L'AFNIC, c'est une association qui est connue plutôt pour gérer le .fr. Alors, même si ça paraît bizarre, le .fr, et je parle pour les personnes dans la salle, parce que c'est ça aussi qui est important au FGI, c'est qu'il y a un mélange toujours hyper intéressant d'experts, mais aussi de personnes qui viennent par curiosité ou de gens qui sont experts de certains points d'Internet, mais pas nécessairement des aspects de gouvernance de l'Internet, etc. Je pense que tout le monde connaît le .fr, mais il y a beaucoup de gens qui le connaissent sans le connaître. Hein, ils disent « Ok, oui, bah, c'est le truc à la fin de Carglass, par exemple. » Bon. Le .fr, c'est au fond un bien public, un bien commun français, et il y en a des comme ça dans beaucoup de pays. En France, c'est le .fr, en Allemagne, c'est le .de, etc., etc. Donc c'est des identifiants, hein, c'est une technique qui permet à Internet de fonctionner, mais il y a des bouts de cette technique, des bouts de ce système qui sont délégués à des communautés. Alors ça peut être des communautés nationales, comme le .fr, donc qui est géré par une association, l'AFNIC. Ça peut être des communautés thématiques. Et ça, on l'oublie souvent. C'est-à-dire que le point quelque chose, c'est un bout d'Internet. Et d'ailleurs, le quelque chose, point quelque chose, hein, c'est-à-dire le campus de la fonderie de l'image.fr, j'espère que c'est le cas. Je ne suis pas sûr, mais pas encore. C'est aussi un petit bout d'Internet. Alors, pourquoi je fais cette introduction-là très rapidement pour dire que finalement, le nouveau round de l'ICANN, c'est l'extension de cet atlas à de nouveaux territoires. Encore une fois, tout le monde a entendu parler du .com, du .net, du .org, du .fr.
Tout à l'heure, Benjamin nous a parlé de points qui sont plus récents, le point Alsace, le point BZH, le point BNP Paribas. Et en fait, c'est des éléments qui ont l'air très simples, mais qui participent du fonctionnement d'Internet. Donc c'est pas, on n'en crée pas de nouveau en claquant des doigts. Il y a un gros processus, un processus à la fois bureaucratique, on va dire, et technique, consistant à étendre cette zone à de nouvelles extensions, des extensions qui veulent dire de nouvelles choses. Soit des extensions de marques, soit des extensions de lieux, soit des extensions génériques, d'autres encore, etc. Je voulais insister sur ce point parce que c'est pas si commun que ça que Internet s'étende du côté de ses identifiants, en fond. Alors, il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui le connaissent, hein, mais il y a un peu notre saint patron, John Postel, qui est un ingénieur américain qui a écrit les premiers standards, ou les premières RFC qui décrivaient le système dont on parle aujourd'hui, hein, le système des noms de domaine, notamment dans une RFC, dans un de ces standards, 1591, pour ceux qui veulent prendre des notes. John Postel expliquait comment tout ça a été organisé. Et il disait notamment, vous avez deux grandes catégories de noms de domaines. Vous avez les noms de domaines génériques, le .com, le .net, le .org, et les noms de domaine pays qui correspondent à des codes pays. Et il disait quelque chose, à l'époque, il disait, il est très très improbable, ou il est très très peu probable, que d'autres noms de domaine de premier niveau existent un jour que ceux que je vous décris là, et qui sont décrits dans mon standard. Alors, comme John Postel est un saint, on ne peut pas le contredire. C'est mal. Mais donc il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais en fait, les nouvelles extensions aujourd'hui, c'est tout à fait cohérent avec ce que disait John Postel. John Postel disait, il est très peu probable qu'il y ait de nouvelles catégories. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de nouvelles catégories, puisque le RAND dont parlait Benjamin et dont parlait Chris, c'est un RAND de nouveaux GTLD, donc plutôt la catégorie des .com, des .net, des .org. Là où on peut dire qu'il n'est pas forcément anticipé la chose, c'est que s'il disait qu'il n'y aurait pas de nouvelles extensions, là, il y en a plein. C'est-à-dire qu'au moment où il a écrit ça, il y avait quelques dizaines, voire quelques centaines d'extensions de points quelque chose. Aujourd'hui, au dernier comptage, il y en a 1362. Donc vous voyez que Internet s'étend de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'utilisateurs, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de services, mais il y a plus de petites parties qui veulent dire quelque chose, qui ont un sens et qui peuvent représenter des nouveaux usages. Ce qu'a évoqué notamment Benjamin autour des noms de domaine géographiques ou des indications géographiques est très intéressant. On peut aussi évoquer les noms de marques, ça a été évoqué déjà. Les marques, elles ne font pas que du marketing, elles peuvent aussi décider, comme c'est un petit bout d'Internet, de faire des choses sur leur extension qu'elles ne feraient pas sur du .com. Vous avez y compris des marques très connues. Hein. Alors j'en prends une qui est très très connue ici, qui est Orange, qui a sa propre extension. Point Orange, ça existe, mais vous ne l'avez pas vu, Point Orange. Mais parce qu'au fait, Orange s'en sert en interne. C'est pas pour faire... si vous avez votre box, vous n'allez pas forcément avoir un point Orange gratuit, comme vous pourriez avoir un point .fr, pas gratuit, mais presque. Mais par contre, ils s'en servent pour faire des tests de R&D, des tests de charge, des choses comme ça. Donc ça montre que c'est un élément aussi de l'infrastructure d'Internet. Donc c'est un moment important. Et c'est pour ça que c'était important d'en parler aujourd'hui aussi. Hein. Alors à la fois, s'il y a des candidats, je crois que c'est assez clair, il y a des gens qui sont prêts à les accompagner dans la salle. Donc on est là, Benjamin est là. Mais au-delà des candidats pour poser ces extensions, vous tous, chacun, utilisateurs, experts, avancés d'Internet, rappelez-vous toujours que derrière ces points quelque chose, il y a des registres, il y a de la technique, il y a de l'infrastructure, et que
ça n'est pas neutre d'utiliser un nom de domaine en .fr par rapport à un nom de domaine en .com ou par rapport à un nom de domaine en .pizza ou à un nom de domaine en ce que vous voulez. Et je pense que c'est ça le message que moi je voulais passer aujourd'hui. Ce nouveau round, donc cette nouvelle extension, ces candidatures que l'ICANN, qui est donc en fait l'organisme qui va autoriser ou non à rentrer ces noms de domaine dans la racine d'Internet, ça n'est pas qu'une affaire, comme le disait très bien Benjamin, c'est pas qu'une affaire de business, c'est une affaire qui change et qui va changer de nouveau les habitudes des utilisateurs d'Internet pour les années à venir. Peut-être le meilleur exemple, la meilleure illustration de ça, qui est une illustration un peu en creux, je regarde si je ne suis pas trop long, pour l'instant ça va, il me reste 3 minutes, c'est quelque chose qui a été évoqué dans la journée, je ne sais plus par qui est l'universal acceptance, l'acceptance universelle. Si je me rappelle, c'était l'OIF qui l'avait évoqué. Les habitudes d'utilisation d'Internet sont tellement fortes. Internet, il ne faut pas oublier que c'est utilisé par plus de 4,5 milliards de personnes quotidiennement. Donc, quand vous avez quelque chose qui est utilisé par 4,5 milliards de personnes quotidiennement, vous ne le changez pas facilement. Parce que à tous les niveaux, il y a des habitudes, il y a des trucs qui sont écrits dans le dur, etc. etc. Et donc, ce n'est pas une start-up Internet. Ça ne se change pas, change pas d'un coup de cuillère à peau. Le meilleur exemple de ça, c'est que il y avait tellement d'acteurs du numérique qui, comme John Postel, pensaient qu'il n'y aurait jamais d'autres extensions de premier niveau que celles qui étaient décrites dans la RFC que j'ai citée, qu'ils avaient mis dans le dur le fait que s'il y avait un nom de domaine qui se terminait par autre chose que ce point quelque chose, qui existait à l'époque, ben en fait c'était une erreur. Et ça fait des années, voire même bientôt plusieurs dizaines d'années, hein, parce que les premières ouvertures c'était il y a plus de 10 ans, qu'il y a beaucoup d'efforts pour aller atteindre tous les opérateurs techniques. Le dernier administrateur réseau du fin fond de la planète, ou alors des éditeurs de logiciels ou des gens qui font des sites web ou qui font des formulaires, etc., pour leur dire et les gars, il y a beaucoup plus que ce que vous aviez mis dans votre code il y a quelques années, et arrêtez de considérer que quand quelqu'un, par exemple, a une adresse mail, je sais pas moi, Benjamin Louis Benjamin .louis @gemlalsace.alsace, voilà, comme ça je donne pas tes données personnelles véritablement. Eh ben, il y a des gens qui vont dire mais .alsace ça n'existe pas. Donc je vais rejeter la demande. .paris ça n'existe pas, donc je vais rejeter la demande. Les noms de domaine en caractère non latin. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls au monde. Par exemple, au Japon, ils n'utilisent pas l'alphabet latin. Donc maintenant, ils ont des noms de domaine qui sont écrits en japonais. Bon, ben non, mais ça n'existe pas. Parce que c'était pas dans les RFC de John Postel. Bon. On voyait que c'est très lourd, ce mécanisme-là. Aujourd'hui, on dit, ah ouais, c'est vrai que l'ICANN, ils ont mis 12 ans, 13 ans à se décider à réouvrir. C'est vrai que c'est très long. Mais sur des choses qui existent depuis déjà 12, 13 ou 14 ans, elles ne sont pas encore prises en compte par la totalité des acteurs techniques dans le monde entier. Donc je ne dis pas ça pour me plaindre, je dis ça pour juste rappeler qu'on parle d'un système qui, parce qu'il a un succès qui est probablement un des succès les plus remarquables de l'histoire des inventions humaines, hein. Il n'y a pas énormément d'autres inventions dont l'appropriation a été aussi rapide et aussi massive qu'Internet dans l'histoire, hein, de la création technologique. Eh bien, ça fait que ces évolutions qui peuvent paraître très bureaucratiques, on va déposer notre dossier, on va payer de l'argent, on va attendre, etc., reflètent des évolutions qui vont avoir un impact sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. C'était ça le message que moi je voulais passer. On peut ne pas être d'accord du tout, on peut dire mais non, la blockchain va révolutionner tout ça, vous allez voir demain, ça ne sera pas pareil, le système ne sera pas le même, etc., etc.
Aujourd'hui, en tout cas, ces débats-là, ils sont importants, ils ont un impact sur le long terme, et les évolutions, pas du fonctionnement, mais d'une partie du fonctionnement d'Internet à travers l'évolution du nombre d'extensions de premier niveau, eh bien, c'est des évolutions de long terme. Donc, en attendant, utilisateurs d'Internet, si vous ne savez pas ce qui arrive demain, sachez que le .fr existe, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez enregistrer des noms de domaine, du BZH, du Alsace, ce que vous voulez. Demain, vous aurez encore plus de choix, et en tant qu'utilisateur, vous aurez aussi accès à des contenus qui seront hébergés sur de nouveaux espaces de nommage qui n'existaient pas hier. C'était ça le message que je voulais passer en conclusion de cette série de keynote, et je vous remercie. Merci Pierre Bonis, directeur général de l'AFNIC. Tu me laisses le micro ? Non. J'en profite pour remercier et saluer ceux qui nous suivent en ligne sur le .fr du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Donc c'est igf-france.fr/live. Et puis les équipes de vidéo de l'équipe de Thibaut et de Middle Motion qui sont là chaque année avec nous. Et à chaque fois, on leur demande des trucs à la dernière minute et ils y arrivent quand même. Donc c'est ça qui est sympa.